Ce chapitre porte sur l'étude des reins, mais aussi des vaisseaux des reins. Nous aurons l'occasion d'étudier les reins depuis leurs aspects macroscopiques jusqu'à leur structure histologique, leur structure microscopique. Et puis nous insisterons ensuite sur les rapports des reins à travers leur loge. Cette première diapositive va présenter les reins. Ce sont des organes rétropéritonéaux qui sont pairs, grossièrement symétriques. On insistera à plusieurs reprises dans ce cours sur leurs petites différences. Et nous insisterons aussi sur les rapports des reins. Et nous montrerons que les reins ont des rapports à la fois au-dessus du diaphragme avec l'étage thoracique, mais aussi au niveau lombaire. Et ces reins vont s'étirer de chaque côté du rachis depuis les niveaux T12 jusqu'à L1. Les reins sont des filtres sur la circulation systémique sanguine. Les reins vont assurer l'équilibre en eau, en électrolytes, dans le sang, mais aussi l'équilibre acide-base. Ils auront aussi un rôle endocrine par la fabrication de l'érythropoïétine, qui sera un des activateurs de l'érythropoïèse, de la synthèse des globules rouges. Ils vont également jouer un rôle dans l'activation finale de la vitamine D pour la rendre active. Et ils vont enfin participer à la régulation tensionnelle par la synthèse de rénine et donc l'intervention dans le cadre du système rénine-angiotensine. Voici une vue de face de la région thoraco-lombaire où l'on ne retient que les structures osseuses et où l'on va pouvoir présenter les deux reins. Ce schéma est d'emblée asymétrique volontairement pour montrer sur un seul et même schéma qu'il peut y avoir deux types de structures pour la 12e côte. Du côté gauche, la 12e côte est représentée très courte. Cela est le cas dans 20% des cas. À droite, elle est représentée longue, proche de la longueur de la 11e côte, 80% des cas. Le rein a une forme de haricot dans le rétropéritoine. Il y a un pôle supérieur, un bord médial, proche du rachis. Au milieu de ce bord médial, il y a une dépression profonde, une fente sur le bord médial qu'on appelle le hile du rein ou le sinus du rein, un bord latéral et un pôle inférieur. Les deux reins ne sont pas exactement à la même hauteur dans le rétropéritoine. Le rein droit est sensiblement plus bas, plus caudal, car il est appuyé, il reçoit l'appui plutôt de la glande hépatique. Le pôle inférieur du rein gauche est à 5 cm au-dessus de la crête iliaque postérieure. La distance est à 3 cm du côté droit. Le rein gauche a donc un pôle supérieur qui passe au-dessus du bord supérieur de la 11e côte. À droite, le pôle supérieur du rein est en dessous du bord inférieur de la 11e côte. Chaque rein mesure environ 12 cm de hauteur, 6 cm de largeur. Cette disposition est variable dans le sens crânio-caudal uniquement, en fonction des mouvements de l'individu, en fonction de sa position couchée ou verticale et en fonction des mouvements respiratoires. Le rein peut donc monter et descendre dans le rétropéritoine avec des variations de l'ordre de 3 cm. Cette diapositive insiste sur l'orientation des reins et surtout sur l'orientation des hiles du rein. Les hiles du rein sont les fentes à la surface du rein à travers lesquelles passeront les vaisseaux du rein et les canaux excréteurs de l'urine. Les hiles des deux reins sont présentés sur la coupe transversale à gauche, sur une vue de face à droite, et ces hiles sont tournées en dedans, vers l'avant et vers le bas. Tout est fait pour que la voie excrétrice de l'urine
soit tourné en direction de la vessie. Sur cette diapositive, nous allons montrer la structure macroscopique externe du rein. Nous avons choisi l'exemple du rein droit, mais bien évidemment, les deux reins ont une morphologie externe tout à fait identique. Voici les pôles supérieurs et inférieurs du rein. À gauche, le rein est présenté sur sa face ventrale. À droite, il s'agit d'une vue du bord médial du rein. La face postérieure ou dorsale du rein est très plane. C'est cette face qui va s'appuyer sur les structures osseuses et musculaires de la paroi lombaire. La face ventrale du rein est convexe. C'est cette face qui est tournée vers l'espace péritonéal. Le rein mesure 4 cm d'épaisseur. Il a une couleur rouge-brun foncé. Il a une surface tout à fait lisse et une consistance très ferme. Les reins sont enveloppés d'une capsule très solide, très résistante, mais aussi inextensible. Cette capsule permet aux reins de résister à des traumatismes, mais bien évidemment, en cas de traumatisme violent, cette capsule pourra se déchirer et l'on parle alors de véritables fractures du rein. Il y a un effet pervers de cette capsule inextensible qui explique les phénomènes de souffrance des reins. En effet, chaque fois qu'il y a des phénomènes d'hyperpression à l'intérieur du rein, soit d'origine vasculaire, soit d'origine canalaire, le parenchyme du rein, qui est enfermé dans un espace inextensible, sera comprimé et pourra donc évoluer vers une insuffisance de son fonctionnement. Chaque rein pèse chez l'homme en moyenne 140 grammes et chez la femme 125 grammes. Le sinus ou île du rein est une fente, une dépression profonde sur le bord médial du rein. C'est une fente d'environ 3 à 5 cm de hauteur entre une lèvre ventrale et une lèvre dorsale. Cette fente a une largeur de 8 mm à 1 cm. Dans cette fente arrivent les artères du rein, repartent les veines du rein, mais aussi les voies excrétrices de l'urine, c'est-à-dire l'urotère. Lorsque l'on enlève ces structures et que l'on ne conserve que le rein lui-même, on observe au fond de la dépression du sinus du rein 8 à 12 surélévations qu'on appelle les papilles du rein. Ces papilles sont grossièrement rangées en 2 colonnes. Et à la loupe, si on observe le sommet de ces papilles, on s'aperçoit qu'il est criblé d'une multitude de petits orifices. Cette zone s'appelle, pour chaque papille, l'area cribrosa. Voici une coupe frontale passant par toute la hauteur du rein. Là encore, on peut choisir l'exemple du rein droit, mais cette structure sera tout à fait identique pour le rein contralatéral. Sur cette coupe, on insiste tout d'abord de nouveau sur cette capsule inextensible qui est à la fois une protection mais aussi un danger pour le rein. Et on découvre maintenant qu'à l'intérieur, le parenchyme rénal est décomposé en 2 couches. Il y a d'abord une couche périphérique qu'on appelle le cortex du rein qui mesure environ 1 cm d'épaisseur. Il est facile de repérer l'épaisseur de cette coupe sur une simple échographie du rein. Et cette épaisseur est lourde de signification car elle est proportionnelle à la bonne performance du rein, à la bonne qualité du filtre rénal. Plus ce cortex sera mince, moins le rein sera performant. Le centre du rein s'appelle la médullaire et il y a au centre du rein différentes structures qui remplissent le rein. Il y a tout d'abord des pyramides qui à la coupe ici apparaissent comme de vastes triangles de verre sombre, striés, et entre les pyramides, des colonnes du rein.
le lobe rénal est en fait l'association d'une pyramide et des colonnes qui entourent ses faces. Entre les pyramides, dans le prolongement des colonnes, toujours en direction du centre de la glande, on trouve des dépôts de graisse et de vaisseaux nourriciers. Le sommet de chaque pyramide, qui est tourné vers l'intérieur du rein, c'est-à-dire en direction de son sinus, s'appelle une papille. Ce sont ces structures qu'on vient de voir il y a un instant sur la diapositive précédente. Toutes ces papilles sont donc tournées vers le centre du rein et toutes vont servir à déverser l'urine dans un vaste espace réservoir qu'on appelle le pelvis du rein. Il faut comprendre que le pelvis du rein est une sorte de sac qui est à l'intérieur du rein et qui n'est collé au rein qu'au niveau du sommet des papilles. Il est donc possible d'enlever le pelvis du rein et de laisser en place les pyramides et les papilles. Entre le sac des voies excrétrices, le pelvis du rein, et le rein lui-même, il y a donc un espace, et c'est justement dans cet espace que l'on retrouve le tissu graisseux et les vaisseaux nourriciers. Le pelvis est donc une sorte d'entonnoir collecteur qui se prolongera par l'urétère qui lui sera le conduit de l'urine jusqu'à la vessie. Voici maintenant un aspect des cavités rénales en essayant d'oublier tout autour le parenchyme du rein qu'on ne fait apparaître qu'en pointillé. Il est important de connaître la morphologie de ces cavités, car c'est souvent grâce à un examen qu'on appelle l'urographie intraveineuse qu'on va explorer les pathologies des reins. L'urographie intraveineuse consiste à injecter dans une veine périphérique, en général une veine du bras, un produit iodé qui va être filtré, concentré par le rein, et qui sera drainé dans les cavités excrétrices du rein. Ce produit est radio-opaque et on pourra ainsi dessiner les cavités excrétrices du rein au cours d'une urographie intraveineuse. C'est justement cet aspect, cette morphologie, que vous montre ce schéma, qui est une vue de face du rein droit. Voyez qu'en périphérie des structures excrétrices, des voies excrétrices, on retrouve une forme très déchiquetée, concave, qui correspond à autant d'empreintes de papilles du rein. Ces formes concaves, ces papilles du rein, sont tournées vers de petites sous-cavités de la cavité principale qu'on appelle des calices. Plus exactement, des calices mineurs. Ces calices sont rattachés à une cavité centrale par une zone un peu rétrécie qu'on appelle la tige calicielle ou éventuellement le pied du calice. Ces calices mineurs se rassemblent dans une cavité un peu plus vaste qu'on appelle le calice majeur. Il y a en général 3 ou 4 calices mineurs formant un calice majeur. Il y a 3 calices majeurs par rein, un calice supérieur, moyen et inférieur. Ces 3 calices majeurs se rassemblent pour former le pelvis du rein qui se déverse dans l'urétère. En urographie intraveineuse, on reconnaît facilement ces structures depuis la forme concave de l'empreinte de la papille jusqu'aux structures de drainage du pelvis. Enfin, si l'on réalise de tels examens, c'est qu'il y a souvent, par exemple, des pathologies lithiasiques du rein, c'est-à-dire la formation de calculs dans le rein, et dans la mesure où l'homme est fait pour être le plus souvent en position érigée, il arrive fréquemment que ces calculs se concentrent, se fabriquent dans les cavités les plus déclives, les plus caudales. Et c'est donc surtout dans les calices mineurs
qui forment le calice inférieur que l'on retrouvera ces calculs. Voici maintenant la même coupe frontale du rein. On rajoute à cette structure un vaisseau et l'on va progressivement passer des structures macroscopiques du rein vers les structures microscopiques. Les artères du rein, lorsqu'elles se divisent autour des voies excrétrices, en passant donc entre le sac du pelvis et le rein lui-même, s'appellent les artères interlobaires. On va agrandir la terminaison d'une de ces artères interlobaires pour montrer son parcours dans les colonnes du rein entre les pyramides. Le trait épais au-dessus du schéma, c'est la capsule du rein. Sous la capsule, on retrouve la couche mince du cortex, puis la couche plus épaisse de la zone médulaire du rein. Les pyramides du rein sont représentées comme ces triangles striés qui se terminent par les papilles et donc par les area cribrosa, qui sont donc les terminaisons des tubules de drainage de l'urine. Ces area cribrosa sont tournés vers les calices mineurs des cavités du rein. Les vaisseaux vont circuler dans les colonnes du rein entre les pyramides. Ces vaisseaux sont donc les vaisseaux interlobaires parallèles au bord des pyramides. Lorsque ces vaisseaux arrivent au niveau des bases des pyramides, ils vont obliquer à 90 degrés et ils prennent le nom de vaisseaux arqués. Cette diapositive va permettre de passer de la diapositive précédente à une coupe histologique qui va représenter les structures les plus microscopiques du rein, c'est-à-dire l'arborisation finale des artères du rein, la correspondance des veines du rein, et en plus les structures glomérulaires et tubulaires du rein. Chaque rein est formé d'une association d'unités fonctionnelles qu'on appelle les néphrons. Il y a dans chaque rein environ 1 million de néphrons. Le néphron est l'association d'un glomérule et d'une succession de tubules. Ce sont des structures microscopiques qui, malgré tout, occupent beaucoup de place dans le rein, et si l'on arrivait à déplier un néphron, on aurait ainsi une structure qui mesure environ 5 cm de longueur. Nous allons commencer par bâtir le schéma artériel, en commençant par l'artère interlobaire que l'on vient de décrire comme étant incluse dans les colonnes du rein. Viennent les artères arquées au niveau des bases des pyramides. De ces artères arquées naissent des artères droites, en 3 sur le schéma. Ce sont des artères qui vont s'enfoncer dans la pyramide du rein en direction de la papille. À l'opposé, il y a des artères interlobulaires et non pas interlobaires, en 4 sur le schéma, et il y aura une artère interlobulaire par glomérule. Cette artère, à l'arrivée dans le glomérule, s'appelle l'artère afférente. Elle se poursuit par un peloton vasculaire dans le glomérule, et elle se prolonge par une artère efférente, et non pas un système veineux. Cette artère efférente continue son parcours dans le cortex en direction des zones les plus superficielles du rein, en se ramifiant. Nous insistons maintenant sur les structures canalaires. Et l'on commence par mettre en place, en A, le glomérule, suivi d'une succession de tubules. Ces tubules très longs se décomposent en segment principal, puis segment de transition, puis segment moyen. Le premier
segment principal, est lui-même divisé en un tronçon qui est d'abord contourné, tortueux, en B, puis un tronçon tubulaire qui se redresse et qui se termine à la base de la pyramide. Ensuite vient le segment de transition, avec tout d'abord une structure tubulaire très grêle qui va s'enfoncer, qui va descendre en direction de la papille, en direction du sommet de la pyramide. Puis une structure tubulaire toujours aussi grêle qui remonte en direction de la base de la pyramide. Segment ascendant, en E sur le schéma. Une fois passé dans le cortex, c'est-à-dire une fois sorti de la pyramide, on parle de segment moyen. Il y a tout d'abord un segment moyen droit, rectiligne, puis un segment contourné, tortueux. C'est à ce niveau que l'on trouve la macula densa qui va participer à la régulation du système tensionnel par sa participation à la fonction rénine-angiotensine. Ce segment moyen contourné se termine dans un canal collecteur en H qui lui va recevoir une multitude de segments moyens contournés. Ces canaux collecteurs vont de nouveau traverser toute la hauteur de la pyramide de façon parfaitement rectiligne et ils s'ouvrent au sommet de la pyramide, c'est-à-dire au niveau de l'area cribrosa, et ils vont déverser leur contenu urinaire dans les calices du rein, les calices mineurs, puis majeurs, puis le pelvis du rein. Voyons maintenant les structures veineuses sur le côté droit du schéma. Et on commence par mettre en place les gros troncs veineux interlobaires qui vont collecter les veines arquées. Ces veines interlobaires sont donc dans les colonnes du rein. Elles reçoivent au niveau de la base des pyramides des veines à 90 degrés. Ces veines arquées vont recevoir à la fois des veines droites qui remontent de l'intérieur de la pyramide et des veines interlobulaires qui vont ramener le sang depuis le cortex jusqu'aux veines arquées. Voici maintenant la présentation des enveloppes du rein qui vont constituer la loge du rein. Là encore, ces descriptions seront valables pour les deux reins, gauche et droit. La loge du rein est en fait formée par un dédoublement du fascia parietalis. Ce fascia, qui était plaqué à la profondeur des parois de l'abdomen, vient au contact du rein, passe en avant de lui et en arrière de lui, et ces deux feuillets qui se sont écartés se soudent de nouveau médialement. Le rein est enfermé dans une loge étanche. Dans cette loge, on trouvera le rein et de la graisse périrénale, essentiellement sur les côtés du rein, sur les bords du rein et surtout dorsalement par rapport au rein. Il n'y a pratiquement pas de tissu graisseux en avant sur la face ventrale du rein. Sur ce schéma, on rajoute contre le fascia pariétal ou parietalis le feuillet du péritoine pariétal postérieur pour bien rappeler que les reins sont des viscères rétro-péritonéaux. En arrière du fascia parietalis, derrière le rein, il y a un espace qui va être rempli d'un tissu graisseux, cette fois appelé graisse pararénale. Cette graisse est donc située entre les muscles de la région lombaire et le feuillet postérieur du fascia pariétal. Ces deux ensembles graisseux sont là pour servir de coussin amortisseur au rein et donc de diminuer les traumatismes directs et les décélérations du rein. Ces tissus graisseux sont occupés également par une graisse brune, génétiquement déterminée, qui ne disparaît pas même dans les états d'amaigrissement importants.
Cette graisse joue également un rôle de régulateur thermique. Et en périphérie du schéma, on place maintenant les muscles larges que nous avons eu l'occasion d'étudier dans l'étude des parois de l'abdomen. Nous allons traiter des rapports dorsaux postérieurs du rein, en commençant depuis les plans qui sont le plus près du rein, puis en s'enfonçant dans les plans successifs jusqu'au niveau de la région cutanée de la paroi lombaire. Pour bien montrer les rapports postérieurs du rein, on va commencer par ce schéma qui est une vue de face des corps vertébraux thoraco-lombaires depuis T11 jusqu'à L5. On rajoute en pointillé la silhouette des côtes 11 et 12, qui seront des rapports du rein. Puis on va tendre sur ces structures osseuses le diaphragme. On commence par mettre en place les piliers du diaphragme, le pilier gauche plus court qui s'interrompt devant L2, et le pilier droit plus long qui descend jusque sur la face ventrale de L4. À l'intérieur de ces piliers, on voit la sortie, l'extériorisation des systèmes nerveux splanchniques. Entre ces piliers, il y a donc l'arche qui va constituer le hiatus aortique, et l'entrelacement de ces fibres détermine plus en avant et un peu plus crânialement le hiatus de l'œsophage. Sur ces structures, il faut donc tendre maintenant le diaphragme, et nous pouvons donc comprendre que dans les rapports dorsaux du rein, il y aura au niveau thoracique, à travers le diaphragme, des rapports avec la 12e côte, la 11e côte, ces rapports sont déjà plus à distance, et des rapports avec les structures pleuro-pulmonaires. La ligne violette montre la position du récessus pleural dorsal, qui est donc un rapport du rein à travers le diaphragme, et plus au-dessus, le lobe inférieur du poumon, qui ne descend jamais jusqu'au fond du récessus pleural, qui ne descend jamais jusqu'en dessous du repère de la 11e côte. Cela signifie que chaque fois qu'il y aura un traumatisme de la 12e côte, une fracture de la 12e côte, il faudra redouter une lésion du parenchyme rénal en dessous. Et chaque fois que l'on aura à aborder le rein pour une ponction ou un abord chirurgical par en arrière, on pourra être amené à traverser le diaphragme et éventuellement le cul-de-sac pleural. Sous l'arcade médiale du diaphragme, on rappelle que passe le muscle psoas, et sous l'arcade latérale du diaphragme, le muscle carré des lombes. Ces deux structures musculaires sont deux rapports postérieurs du rein, puisque le rein va s'appuyer sur ces rideaux musculaires pour être plaqué contre la région lombaire. Dans ces rapports postérieurs, il faut rajouter des rapports vasculaires avec le système veineux lombaire ascendant. Ce sont de très volumineuses veines qui parcourent les faces latérales du rachis, qui vont glisser sous l'arcade médiale du diaphragme et s'anastomoser avec le système azygos de chaque côté. Et puis, on rappelle l'existence des structures nerveuses sympathiques, à la fois les nerfs grands et petits splanchniques, mais aussi la chaîne sympathique lombaire, qui est une chaîne nerveuse ganglionnée, qui ne fait que prolonger la trajectoire de la chaîne sympathique thoracique. Il faut compléter ces notions de rapport postérieur du rein par cet autre schéma, qui est là surtout pour insister sur la rigidité de la paroi dorsale sur laquelle s'appuie le rein.
Voyez ici une vue antérieure très schématique de la région thoraco-lombaire avec la représentation des deux dernières côtes. Il existe en dessous de la 12e côte un système ligamentaire très puissant, très solide, qui ferme encore l'angle entre la 12e côte et le rachis. Ce système ligamentaire s'appelle le ligament lombocostal. C'est un ligament qui est plan, très peu épais, tendu entre le bord inférieur de la 12e côte et le processus transverse de L1, et le bord de la 12e côte et le processus transverse de L2. Ainsi, cet espace est parfaitement rigide et c'est véritablement la zone d'appui principale du rein. Voici maintenant la suite des rapports postérieurs du rein. Cette fois, il faut concevoir ces rapports à travers des vues dorsales de la région lombaire. Ici, une vue dorsale de la région lombaire droite, qui ne conserve comme structure osseuse que la crête iliaque postérieure en bas, les processus épineux de T11 à L5 et la silhouette des deux dernières côtes. Si l'on insiste autant sur les rapports dorsaux du rein, c'est que le rein est très souvent abordé sous la forme de ponction diagnostique en perforant les plans successifs de cette partie dorsale, de cette partie lombaire. Et il est donc important de connaître toutes les structures traversées par l'aiguille du médecin qui va réaliser la biopsie. C'est aussi une région qui peut donner lieu à des voies d'abord spécifiques du rein, et il faut donc là encore en comprendre les différentes structures. Le premier plan, le plan superficiel, est occupé par le muscle grand dorsal. On ne reviendra pas sur sa distribution, sur ses fixations qui ont été étudiées avec le membre supérieur. On insiste un peu plus sur le muscle oblique externe qui est plus latéral et qui est dans un plan un peu plus profond, qui se fixe de K5 à K12 et qui a une direction oblique sur le schéma. Il y a donc entre ces deux muscles un espace faible dépourvu de fibres musculaires qu'on appelle le trigone lombal, entre le bord latéral du grand dorsal, le bord médial du l'oblique externe et au-dessus de la crête iliaque postérieure. On rajoute sur ce schéma, par transparence, la trajectoire des filets nerveux des nerfs subcostales, c'est le 12e nerf intercostal, et des nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinaux. Si l'on considère les contours du rein en pointillés, on s'aperçoit que les nerfs subcostaux, ilio-hypogastriques et ilio-inguinaux sont des rapports directs du rein. Cela est important car cela vous permet de comprendre que chaque processus pathologique du rein peut donner lieu à des douleurs dont l'irradiation va suivre ces trajectoires nerveuses. Et ainsi, une infection du rein, un calcul enclavé dans le pelvis du rein, va donner lieu à un tableau douloureux qui peut irradier dans l'hémi-paroi abdominale du même côté et qui peut même descendre dans la région hypogastrique et dans la région inguinale. Sur ce nouveau schéma, nous allons parler des plans qui sont situés immédiatement en dessous du schéma précédent. Ce sont donc des structures qui, en fin de compte, sont plus profondes par rapport aux précédentes, mais également plus ventrales dans les rapports avec le rein. Voici la position du muscle petit dentelé postérieur et inférieur, qui est un muscle à 4 digitations, qui s'insère sur le niveau T12,
L1, L2, L3 du rachis au niveau des processus épineux et parfois jusqu'au niveau de T11. À partir de ces insertions proximales, les 4 digitations se terminent au niveau des arcs costaux 9, 10, 11 et 12. Le muscle qui est sous-jacent s'appelle le muscle érecteur du rachis. C'est en fait un ensemble de nombreux muscles qui vont avoir pour rôle de redresser le rachis dans son ensemble. On résume tous ces muscles sous le terme de muscle érecteur du rachis, et pour ce schéma, retenons que cette structure musculaire représente un fuseau musculaire d'une largeur de 8 cm environ de chaque côté des processus épineux du rachis. En dehors, l'espace est fermé par les insertions du muscle oblique interne que nous avons vu dans le cours sur les parois de l'abdomen. Entre ces structures se dessine un espace dépourvu de fibres musculaires. Cet espace, on l'appelle le quadrilatère lombal. Et il est constitué par un tissu fibreux qui correspond au muscle transverse lui-même. Ce quadrilatère est ainsi nommé parce qu'il s'agit d'une surface à 4 côtés, et si l'on représente en surimpression maintenant la forme du muscle petit dentelé postérieur et inférieur avec des insertions larges sur les côtes, on s'aperçoit qu'il y a bien 4 côtés à cet espace, avec un bord supérieur délimité par le muscle petit dentelé, un bord latéral délimité par le muscle oblique interne, un bord caudal qui correspond à la crête iliaque postérieure et inférieure, et un bord médial qui correspond au muscle érecteur du rachis. Grossièrement, il s'agit donc bien d'un quadrilatère. Voici maintenant sur cette diapositive une présentation des rapports ventraux des deux reins. Et on va ainsi montrer que ces rapports sont tout à fait différents à gauche et à droite. Les reins sont donc présentés sur leur face ventrale. On commence par l'étude du rein gauche et l'on montre que parmi ces rapports ventraux, le pôle supérieur du rein gauche est en contact avec la glande surrénale gauche, plutôt en dedans du pôle supérieur qu'au-dessus. La plus grande partie du tiers supérieur du rein est en rapport avec la poche rétrogastrique, c'est-à-dire la bourse mentale, et donc indirectement à travers cet espace avec l'estomac. La partie moyenne du rein, à gauche, est croisée par la queue du pancréas, et dans son prolongement, la rate. Le tiers inférieur du rein gauche est en rapport avec le côlon gauche au niveau de son angle, et en dessous avec les anses jéjunales. À droite, le pôle supérieur du rein est en rapport avec la glande surrénale. Ici, la glande surrénale est bel et bien surrénale au-dessus du rein, alors qu'à gauche, on vient de le voir, la glande surrénale est plutôt en dedans du pôle supérieur. La plus grande surface du rein droit est en rapport avec le foie, soit directement, soit indirectement, à travers un cul-de-sac péritonéal. En violet sombre, on montre ici le rapport entre le foie droit et le rein droit, rapport direct. En vert, médialement, le rein est en rapport avec le deuxième duodénum, c'est-à-dire la portion verticale du duodénum. En mauve, plus pâle, le rein est en rapport avec le foie, mais cette fois à travers un récessus qu'on appelle le récessus interhépato-rénal,
entre foie et rein. La tête du pancréas est un rapport médial sur une petite zone du bord médial du rein, et enfin le pôle inférieur du rein est en rapport avec le côlon droit au niveau de son angle. En quelques diapositives, nous allons maintenant insister sur les vaisseaux du rein. Voici une vue de face de l'aorte abdominale et de ses principales branches, avec de chaque côté les deux reins et les deux glandes surrénales. Si l'on insiste autant sur les artères rénales, c'est que ces artères sont extrêmement volumineuses, à peu près 5 mm de diamètre, qu'elles ont un débit très important qui représente 20% du débit cardiaque, pour la bonne raison que les reins sont les filtres de la circulation systémique et vont donc être richement alimentés par ce sang systémique qu'il faut filtrer. Cette circulation rénale est une circulation privilégiée, c'est-à-dire que chaque fois que l'individu sera soumis à un stress et qu'il faudra sacrifier certaines circulations sanguines pour d'autres, la circulation des artères rénales sera maintenue identique le plus longtemps possible, quitte à sacrifier les circulations de surface ou les circulations d'autres viscères. Les artères rénales sont des artères qui en plus ont la particularité d'être terminales. C'est-à-dire que à l'extrémité de chaque branche de division de l'artère rénale, il y a un territoire du rein qui est sous la dépendance de cette artère, sans système d'anastomose. Si l'artère est obstruée, le territoire du rein qui est en aval va se nécroser, et de façon très rapide. Les artères rénales sont deux branches de l'aorte abdominale qui naissent sur le bord latéral de l'aorte en regard de L1. L'artère rénale droite est plus longue que l'artère rénale gauche, 5 à 6 cm à droite, 3 à 4 cm à gauche. Cela vient du fait que l'aorte est latéralisée sur le bord gauche du rachis et qu'elle est en quelque sorte plus près du rein gauche que du rein droit. Ces artères ont une trajectoire pratiquement horizontale. Elles naissent un tout petit peu en dessous, plus caudalement, que l'origine de l'artère mésentérique supérieure. On va profiter de ce schéma pour mettre en place les principales branches de l'aorte, qui seront pour la plupart des rapports des reins. Tout d'abord, le tronc cœliaque, qui donnera les artères spléniques, gastriques gauche et hépatiques communes. Les artères diaphragmatiques inférieures, qui sont en fait les premières branches de l'aorte abdominale dès qu'elles viennent franchir le hiatus aortique. Ce sont des artères qui vont être plaquées sous la face inférieure du diaphragme. Voici fléchée la glande surrénale droite et une artère surrénalienne droite que l'on détaillera dans le cours sur ces glandes. En dessous de l'origine des artères rénales, il faut maintenant montrer l'origine des artères gonadiques, c'est-à-dire les artères spermatiques chez l'homme et ovariennes ou ovariques chez la femme. Ces deux artères naissent sur la face antérieure de l'aorte abdominale, à gauche comme à droite, en regard de L2. Et plus à distance de cette région rénale, la naissance de l'artère mésentérique inférieure, latéralisée sur le bord gauche de l'aorte et naissant au niveau L3. Il faut insister sur quelques variations de cette circulation artérielle rénale. Ces variations sont fréquentes puisque le schéma que l'on vient de décrire n'est en fait retrouvé que dans 80% des cas. C'est-à-dire que dans 80% des cas, on aura de chaque côté une artère rénale unique qui donne très rapidement une branche pour l'artère surrénale, pour la glande surrénale. Dans 10% des cas,
il peut y avoir pour un seul rein deux artères rénales qui sont deux branches de l'aorte. Ces artères peuvent avoir un calibre identique ou être éventuellement asymétriques avec une grosse artère et une artère plus grêle. Enfin, dans 10% des cas, il peut y avoir une artère rénale principale et une ou plusieurs artères polaires. Une artère polaire supérieure et parfois une artère polaire inférieure. La particularité des artères polaires inférieures est de pouvoir naître soit du bord latéral de l'aorte, soit du bord latéral d'une artère iliaque. Voici maintenant la distribution des artères du rein, étudiée ici sur le rein droit. Nous allons montrer qu'à partir d'une artère rénale unique, il va y avoir 5 territoires rénaux indépendants, avec pour chaque territoire une artère terminale, c'est-à-dire sans aucune anastomose, avec les territoires adjacents. Voici l'artère rénale droite, au niveau de son tronc. Il y a au bord supérieur de chaque artère rénale, tout d'abord une petite branche verticale ascendante destinée à la glande surrénale. On parle d'artère surrénalienne inférieure. Très souvent, il y a une ou plusieurs petites artères dites capsulaires. Ce sont des artères destinées à nourrir la capsule du rein, mais aussi la loge du rein. Ensuite, l'artère rénale se divise en un tronc ventral et un tronc dorsal. Le tronc ventral est présenté sur le schéma de gauche, vue de face donc, et le tronc dorsal est montré sur le schéma de droite, qui est une vue dorsale du rein. On retrouve sur cette face dorsale, là encore, une petite artère destinée à la capsule du rein et à sa loge, artère capsulaire. Enfin, sur les deux faces, voyez que l'artère rénale ou l'une de ses branches donne des artères descendantes qui vont courir à la surface des voies excrétrices, c'est-à-dire du pelvis et de l'urtère. On les appelle d'un nom commun artère urétérique supérieure. Le tronc ventral se divise en 4 branches lobaires. L'artère lobaire polaire supérieure, l'artère lobaire ventrale supérieure et l'artère lobaire ventrale inférieure. À l'opposé de l'artère polaire supérieure naît l'artère polaire inférieure. On a ainsi 4 territoires lobaires sur cette vue ventrale. Sur la vue dorsale, le tronc dorsal se prolonge par une seule artère polaire dorsale de gros calibre qui va prendre en charge un lobe dorsal extrêmement vaste par rapport aux 4 lobes ventraux. Nous allons maintenant parler des branches de l'artère rénale dans le hile du rein, mais nous allons également mettre en place progressivement les autres structures du hile du rein. Cette fois, sur la diapositive, nous avons en haut les 2 reins droit et gauche vus de face. Et en dessous, on ne considère que le rein droit présenté sur son bord médial. Voici l'artère rénale droite et l'artère rénale gauche. Ces artères rénales vont donc se diviser en 2 troncs, et le tronc lobaire postérieur s'appelle également le tronc rétro-piélique. C'est une appellation propre au domaine chirurgical et radiologique. Il est simplement important de retenir que derrière les structures canalaires du rein, il y a une artère destinée à la face postérieure du rein. Et donc que la voie excrétrice n'est pas la structure la plus dorsale du rein. Dans le hile du rein,
Les artères se divisent, les veines convergent, et tous ces vaisseaux se mêlent entre eux. Mais à distance du hile du rein, dans ce qu'on appelle le pédicule du rein, contre les gros vaisseaux du rétropéritoine, il faut retenir que l'artère est toujours un peu plus crâniale et un peu plus dorsale que la veine du rein, et que la voie excrétrice est en arrière du système artériel et veineux. Voici la veine rénale droite, la veine rénale gauche et les pelvis qui se prolongent par les deux uretères. Nous allons maintenant parler des veines du rein et on commence en bas de la page par ce petit schéma en cartouche qui va tout simplement insister sur l'asymétrie des veines rénales. En effet, le système veineux cave est latéralisé à droite dans le rétropéritoine et donc le rein droit est plaqué contre la veine cave, alors qu'à gauche, il y aura une veine rénale beaucoup plus longue, tendue entre le rein et la veine cave. À gauche, la veine rénale mesure 7,5 cm de longueur, à droite elle est extrêmement courte et elle mesure 2,5 cm seulement. Ce sont des veines extrêmement larges, de 1,5 cm voire 2 cm de diamètre. La veine rénale gauche est strictement horizontale. Elle sera très caractéristique dans les coupes transversales de l'abdomen, vues au scanner ou en IRM, et elle sera visible pratiquement sur toute sa longueur dans un plan de coupe. Cette veine rénale gauche passe d'abord devant l'artère rénale gauche, devant l'aorte et en dessous de l'origine de l'artère mésentérique supérieure. La veine rénale droite est un petit peu plus oblique, de façon ascendante, entre le rein et la veine cave. Elle est juste devant l'artère rénale droite. Le schéma de gauche est là pour insister sur la richesse de la circulation du rétropéritoine d'un point de vue veineux. Nous avons insisté sur la circulation artérielle terminale et nous avons expliqué que le rein pouvait souffrir d'infarctus, de nécrose, chaque fois que les artères du rein étaient obstruées, car il n'y avait pas de réseau de suppléance. Cela est différent en matière de circulation veineuse. En effet, on verra qu'il est possible chirurgicalement de lier une veine rénale, et dans les phénomènes pathologiques, il est possible de comprimer une veine rénale complètement, sans qu'il y ait de souffrance rénale. Parce que le rein, tout autour de sa capsule, dans la loge, est parcouru par un réseau de veines de surface qu'on appelle le cercle exorénal. Ce cercle exorénal est présenté du côté gauche du schéma, avec ici des terminaisons de ce filet veineux qui entoure le rein dans la veine rénale gauche. À droite, ce réseau n'est pas représenté. On voit que sur ce schéma, ce cercle exorénal va pouvoir se drainer également dans des veines diaphragmatiques inférieures qui vont rejoindre la veine cave inférieure juste au-dessus et en arrière des veines hépatiques. Il y a également des anastomoses entre ce cercle exorénal et les veines gonadiques, veines spermatiques chez l'homme, veines ovariques ou ovariennes chez la femme. Également des anastomoses veineuses entre ce cercle exorénal et les veines lombaires ascendantes, ces veines volumineuses qui sont parallèles au rachis. Et puis également des anastomoses avec les racines abdominales des veines azygos et hémiazygos inférieures.
Il y a donc, par l'intermédiaire de ce cercle exorénal, des courts-circuits possibles entre les systèmes cave inférieure et cave supérieure. Voici une coupe sagittale du rétropéritoine qui passe par le rein droit. Il ne s'agit donc pas d'une coupe dans le plan sagittal médian, mais d'une coupe très latéralisée à droite. La coupe est organisée autour des structures du rein droit et l'on commence par bâtir le schéma avec la loge du rein. La loge elle est formée par un dédoublement du fascia parietalis en un fascia prérénal et un fascia rétrorénal. Ces fascias se séparent au-dessus du rein et se ressoudent en dessous du rein. Il y a donc une loge hermétiquement fermée qui va contenir le rein et la graisse périrénale. Dorsalement, derrière le fascia rétrorénal, il y a la graisse pararénale. Le trait noir épais représente le péritoine viscéral qui va, sous le foie représenté de couleur violette, se réfléchir devant le rétropéritoine pour redescendre et former entre le rein et le foie un cul-de-sac, un récessus péritonéal dit interhépatorénal. Au-dessus du foie, et en particulier ici du foie droit, le péritoine qui recouvre le foie, qui est donc du péritoine viscéral, va se réfléchir pour rejoindre la face inférieure du diaphragme et devenir du péritoine pariétal. Au-dessus du diaphragme, on a représenté par le trait noir en dents de scie les limites de la plèvre pariétale. Entre ces limites, l'espace laissé en clair correspond au récessus pleural postérieur, dans lequel le poumon, au niveau de son lobe inférieur, ne descend pas complètement. Ce lobe inférieur du poumon reste toujours au-dessus de la limite de la 11e côte. En avant, on retrouve les rapports du rein droit avec le côlon droit, proche de son angle. Dans la graisse pararénale, on met en place les structures nerveuses des nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinaux, qui sont déjà un peu plus caudales que le rein lui-même, mais qui restent malgré tout des rapports importants du rein. La partie musculaire la plus proche du rein dorsalement est constituée par le muscle carré des lombes. Et tout en bas du schéma, on peut mettre en place le muscle iliaque plaqué contre l'os iliaque. À ce niveau, le fascia pariétal ou parietalis en bleu prend le nom de fascia iliaque. En arrière, on retrouve des structures musculaires que nous avons décrites, le muscle petit dentelé postérieur et inférieur, les structures osseuses de K11 et de K12, et c'est surtout la 12e côte qui sera un rapport postérieur du rein. Le diaphragme se prolonge sur le schéma par un petit triangle noir qui correspond en fait à l'arcade latérale du diaphragme. C'est donc bel et bien derrière cette arcade et sous cette arcade qu'est tendu le muscle carré des lombes. C'est devant ce muscle carré des lombes, dans la graisse pararénale, que l'on trouve le nerf subcostal. Ensuite, nous retrouvons les structures de la paroi dorsale de la région lombaire, le muscle grand dorsal qui est le muscle le plus superficiel, le muscle transverse qui est résumé sur ce schéma à un trait noir épais. Nous sommes en effet ici au niveau de sa lame tendineuse, et le muscle oblique interne qui est très réduit dans ce plan de coupe, comme un corps musculaire juste au-dessus de la crête iliaque postérieure. Dans le prolongement
du muscle grand dorsal, il y a une zone dépourvue de muscles qui correspond au trigone lombal, et entre le muscle petit dentelé postérieur et inférieur et le muscle oblique interne, l'espace dépourvu de fibres musculaires correspond au quadrilatère lombal. Il y a donc une petite zone en superposition où ces deux espaces, ces deux points faibles, sont l'un en regard de l'autre. Il faut savoir la position de ces structures pour éventuellement les utiliser afin de faire le moins de dégâts possible à travers la paroi lombaire en cas d'abord chirurgical. Il faut savoir aussi que ces points faibles peuvent parfois permettre l'issue de viscères abdominaux à travers la paroi lombaire. Enfin, si l'on insiste autant sur ces différentes structures, depuis la surface jusqu'au rein droit, c'est encore une fois parce que c'est par ces espaces que l'on va réaliser les ponctions biopsie du rein qui seront indispensables pour faire les diagnostics des maladies du rein. C'est aussi à travers ces espaces que l'on va ponctionner le rein et ses voies excrétrices pour éventuellement décharger ces voies excrétrices de l'urine lorsqu'elles sont bloquées par un obstacle sous-jacent. Voici maintenant une coupe transversale qui passe par les deux pédicules rénaux gauche et droit, et nous allons étudier le segment inférieur de la coupe. Nous allons commencer par marquer la position du fascia parietalis en bleu ou fascia pariétal, qui va être à la face profonde des muscles larges de l'abdomen et qui va constituer la loge rénale à droite et à gauche. Médialement, ce fascia va se mélanger avec les gaines vasculaires des gros vaisseaux du rétropéritoine. Contre lui, on retrouve le péritoine pariétal, c'est le trait noir épais qui est fléché ici, des deux côtés de la coupe. Après réflexion sur la face antérieure du rétropéritoine, ce péritoine pariétal devient péritoine viscéral au moment où il entre en contact avec les viscères. À gauche, au niveau de la rate et de la queue du pancréas, à droite, au niveau du duodénum. Au centre, nous mettons en place l'aorte et à ses côtés la veine cave inférieure ou caudale. Voici la convergence des deux veines rénales, gauche et droite, dans la veine cave inférieure. La veine rénale gauche très longue, qui croise tout le rétropéritoine de la gauche vers la droite, en avant de l'aorte, et la veine rénale droite extrêmement courte, puisque le rein droit est très près de la veine cave inférieure. En avant des structures systémiques, voici les structures veineuses portales. Ici, la veine mésentérique supérieure, derrière le pancréas. Ici, la veine splénique. Et à ses côtés, l'artère mésentérique supérieure. L'espace marqué ici correspond au récessus inter-hépatorénal ou cul-de-sac inter-hépatorénal. C'est donc un espace limité par du péritoine pariétal et viscéral, compris entre le foie et le rein droit. On complète le schéma par les structures qui sont les plus médiales, contre le rachis. Ici, une veine lombaire, et à ses côtés, la chaîne sympathique lombaire et les nerfs splanchniques. Nous aurons les mêmes structures de l'autre côté de la coupe. Ces structures nerveuses et vasculaires sont contre le rachis, mais aussi contre le muscle psoas, qui est lui-même plaqué sur les faces latérales des corps vertébraux. Latéralement, nous retrouvons les trois muscles larges,
c'est-à-dire le muscle petit oblique ou oblique interne, grand oblique ou oblique externe et transverse. Entre ces structures des muscles larges et les processus transverses ou costiformes du rachis, on retrouve le muscle carré lombal et le trait noir épais qui est à sa face dorsale correspond en fait au fascia thoracolombaire. Enfin, le muscle qui est représenté dorsalement correspond au muscle grand dorsal.